Alors, bonjour à tous et puis, bonjour, à Gwenaëlle aussi. Dans ma série d'interviews, j'avais envie, d'interviewer, Gwenaëlle Perciot qui va se présenter dans quelques instants, parce qu'on est toutes les 2 psychologues, psychothérapeutes et en même temps, on a des regards, croisés sur la psychothérapie Mmh. et quelque chose de plus vaste qu'on va vous présenter et donc j'avais vraiment envie de d'interviewer cette femme que j'aime beaucoup, Mmh. j'apprécie beaucoup son travail d'ailleurs mais voilà et juste avant de démarrer, on va développer ce qui nous intéresse à toutes les 2. On s'est mises d'accord pour développer ce Mmh. sujet, qui est quand la limite, de la psychothérapie, quand la limite de la psychothérapie classique ne suffit plus, et on va développer ça ensemble. Juste avant, si, vous aimez, notre travail, ben, merci de mettre des commentaires et des likes et puis c'est intéressant que vous puissiez commenter aussi, cette vidéo pour, pouvoir continuer le débat entre vous. Mmh. Ça, c'est chouette aussi. Mais Gwenaëlle, est-ce que tu peux te présenter un peu plus que ce que j'ai fait? Oui, merci Véronique déjà de m'inviter. Ça me fait bien plaisir de parler de ce double sujet qui en fait n'en est qu'un, hein, la psychologie et le plus vaste ou le spirituel, on va détailler tout ça. Donc pour me présenter en quelques mots, donc je suis psychologue, je suis psychothérapeute, je suis aussi, je propose des formations également. Je travaille en individuel mais surtout en groupe, hein. On reviendra aussi sur, l'aspect du groupal pour, soutenir les gens. Voilà, et puis j'ai travaillé 10 ans en psychiatrie publique au CHU de Saint-Étienne jusqu'à récemment. Et je suis donc aussi très intéressée par la psychopathologie, les troubles mentaux et comment aider des personnes qui parfois, justement, sont insuffisamment aidées par la psychothérapie classique. Voilà, donc ça c'est le côté un peu plus hardcore, on va dire. Et puis il y a aussi tous les patients que je peux suivre en cabinet où là, il y a des problématiques plus classiques, hein, névrotiques, existentielles. Et comment là aussi, des fois, ça ne suffit pas. Donc, avec Véronique, on avait envie de vous proposer une vision un peu plus large, quoi. C'est ça. Donc on va commencer par aborder justement, en quoi, la psychothérapie classique parfois, ne suffit plus à certains de nos patients et Mm. bon, je vais aussi, répondre quelque chose là-dessus, mais j'aimerais bien que tu me dises, un peu comment tu vois les choses de ton côté par rapport à Mm. ce thème, Ben, délicat. déjà, ouais, on peut définir ce qu'est la psychothérapie classique parce que euh, ça va permettre de voir jusqu'où ensuite on peut aller. Donc, pour moi, la thérapie classique, c'est deux personnes qui échangent de manière verbale dans un cabinet et de séance en séance. On peut dire que c'est quand même le paradigme le plus courant, en fait. La plupart des gens se font aider de cette manière-là. Et ça apporte beaucoup de choses, hein. Ça apporte souvent une compréhension de soi-même, ça apporte l'expérience qui est tellement importante d'être soutenu au long cours, d'aller creuser son passé, de faire des liens, de résoudre des problèmes qui jusque-là étaient insolubles, ça permet de travailler les traumatismes, etc. Donc ça, c'est ô combien précieux. Mais on sait aujourd'hui que pour un grand nombre de personnes quand même, ce dispositif-là, à un moment, va atteindre des limites. Hein, moi-même, dans mon chemin thérapeutique, j'ai été en thérapie classique pendant bien 10-15 ans et à un moment, j'ai senti que j'avais compris plein de choses. Hein, je pouvais comprendre qu'aujourd'hui, j'étais là parce que hier, j'étais là-bas, en gros. Ouais. Et je pouvais effectivement avoir gagné une certaine régulation émotionnelle, un certain confort à certains endroits, mais je continuais à buter sur les mêmes problèmes, notamment les problèmes de fond, Oui. les émotions qui débordent, les trucs qu'on n'arrive pas à changer vraiment, quoi. Ouais. Oui, oui, c'est ça, je suis tout à fait d'accord, pour avoir le même chemin que toi en psychothérapie, que je continue encore d'ailleurs, je me rends compte que la dimension cognitive qui est la prise de conscience, hein, Ça. on peut prendre conscience et c'est très important quand même premier point, c'est vrai Mm. que tu viens d'en faire Mm. quand même, hein. Les prises de conscience, comment on s'articule, c'est vraiment important, éventuellement de décider de se réengager sur des options plus ouvertes, d'ouvrir nos options de comportement et de changer des choses. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça peut buter sur des schémas répétitifs. Mm. C'est-à-dire que même quand on c'est comme un oignon, je trouve, tu sais? Mm. En thérapie, Mm. on enlève une couche d'oignon, et puis hop, quelques années plus tard, on se dit: «Ça y est, c'est bon, j'ai le bon goût, j'ai changé des choses» et puis quelques années plus tard, hop, tu te retrouves avec des schémas Ouais. que tu répètes
Et tu peux enlever encore une pelure, mais parfois, j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça bute quand même. Ça finit par… Toute cette dimension cognitive, elle est super intéressante. C'est tout le travail Mm. de la pensée, mais par moment, on tourne en boucle, en fait. C'est ça le truc. C'est ça. Et ça peut être très désespérant, ces moments-là, où Ah, tu te dis, ça ouais. fait X années que je travaille sur moi, que je suis en thérapie, que j'ai vu plusieurs psys parfois, etc. Et je suis toujours, alors ça va, les thématiques, elles vont dépendre, hein. Il y a des gens qui vont dire, bah, je suis toujours avec des gars ou des nanas qui ne me conviennent pas. À chaque fois, je bute là-dessus. Le relationnel, souvent, c'est le problème numéro un. Ça peut être aussi, au fond de moi, je manque toujours de confiance en moi. Et dès que je suis en position, par exemple, d'exposition sociale, je me répands encore à l'intérieur, etc. Et c'est là où, moi, c'est ce que je propose à mes patients ou à mes proches, puis c'est aussi mon propre parcours. À un moment, quand on bute là-dessus, eh ben, il va falloir aller sur d'autres terrains. Il va falloir élargir plusieurs choses. Alors, ce que j'appelle plusieurs choses, c'est déjà passer au-delà du verbal, pas uniquement être dans la parole, donc il va falloir aller sur le corps. L'autre chose aussi qui est pour moi est une limite, c'est le côté dyadique, c'est-à-dire être juste à deux. À un moment, le groupe est tellement important. Ça, c'est vrai, ça. Ouais. Par exemple, si quelqu'un manque de confiance en lui et a du mal à parler en public, bon, dans une relation dyadique, globalement, ça va plutôt bien se passer parce qu'on est que deux. Mais le vrai enjeu, il est dehors, il est dans la vraie vie. Donc, c'est là où, par exemple, aller en groupe, ça a beaucoup aidé pour ces problématiques sociales, c'est évident. Et puis après, il y a aussi encore un autre axe qui est les limites de la conscience. C'est-à-dire que quand tu es en dyadique verbale, tu ne peux pas être dans des processus régressifs suffisants pour aller dans des dimensions plus transpersonnelles, hein, plus vastes, aller voir ce qui est de l'ordre du transgénérationnel, par exemple, de notre inconscient collectif, ce qui peut être aussi karmique, hein, et tout ça. Sauf si vous travaillez avec un chaman, mais c'est quand même assez rare de trouver quelqu'un qui peut vous emmener dans ces endroits-là en individuel. La plupart du temps, il va falloir aussi aller dans des choses tellement différentes de la thérapie classique dans un cabinet au chaud, quoi. Oui, c'est vrai. Et puis après, moi, pour parfois orienter ou conseiller des personnes sur des démarches complémentaires, c'est un peu délicat aussi parce que, par exemple, si tu penses aux énergéticiens, à ceux qui travaillent sur le transgénérationnel, aux médiums, etc., parfois tu peux te dire, mais alors attends, là on part dans tu sais, dans des démarches qui sont ésotériques et que certains d'abord, il peut y avoir des charlatans là-dedans. Et puis en même temps, on est dans un monde, on est dans une autre dimension, dans un autre monde, et il y a des personnes qui sont extrêmement frileuses par rapport à ça, par rapport à nos métiers de psychothérapeute, etc. C'est différent en fait. Et absolument. Et c'est là où, moi, en tant que psychologue et psychothérapeute, quand je sens, par exemple, tu vois qu'il y a quelqu'un qui est en but avec un problème parce qu'il y a quelque chose, par exemple, de transgénérationnel, et que moi, je ne vais pas forcément pouvoir l'aider au-delà de mes compétences, même si j'utilise des outils psychocorporels qui permettent des régressions, mais qui sont quand même limités, par exemple, par rapport à ce qu'on pourrait faire, par exemple, dans des ateliers où on atteint des états modifiés de conscience importants, comme la respiration holotropique, par exemple, et il y en a d'autres. Et là, moi, dans ce cas-là, j'oriente. Mais j'oriente uniquement chez des gens que je connais, souvent que j'ai expérimenté moi-même le boulot, et puis après, on travaille en équipe, c'est-à-dire qu'on a des relais, entre guillemets, comme j'ai pu faire moi en institution pendant longtemps. Et ça, je pense que c'est vachement rassurant pour les gens, parce qu'il y a comme un fil rouge. Ouais. Et quand tu es thérapeute à la base un peu classique, il y a quelque chose de rassurant, une base, un peu comme un porte-avions, tu vois, à partir duquel on pourrait partir dans différentes directions, mais on revient et puis on fait des points. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va être l'unique interlocuteur, mais qu'on peut en tout cas faire ce travail aussi de conseil, d'orientation, de fil rouge, quoi. Oui, c'est ça. Alors, ça me fait penser, ça m'associe sur le fait que moi, c'est vrai que je donne des séances individuelles et des ateliers en groupe. Et en même temps, tu vois, je suis en complément, je suis animatrice de stage de tantra. Tu vois que dans le tantrisme, on a effectivement la dimension transpersonnelle, spirituelle, etc. Mais qui, en même temps, est extrêmement croisée avec la psychothérapie en même temps. C'est pas l'un sans l'autre. Moi, je dis souvent, c'est complètement complémentaire. Tu peux pas… Et je trouve que ça peut donner un cadre sécurisant, justement, s'il y a des personnes qui exercent ces démarches de manière croisée, un peu comme nous.
pour pas restreindre le champ, en fait. Soit on c'est oriente ça. sur des personnes voilà, qui sont complémentaires à nous, ou des personnes qui ont l'habitude de croiser les champs. Oui, C'est pas évident. oui. Mais, Croiser les champs, c'est sûr que c'est chouette, hein, quand on peut proposer différents dispositifs, l'individuel et le groupal, par exemple, le psychique un peu plus classique et le corporel. ouais, Ça, c'est vrai que pour les personnes, ça permet de se sentir effectivement dans un lieu de sécurité. Et on sait combien ce sentiment de sécurité, hein, c'est bien de le rappeler, c'est quand même la base de tout travail sur soi. Hein, au-delà des techniques ouais, qu'on va en lister un certain nombre, je pense, là, ce soir. Mais au-delà de tout ça, le plus important, c'est la relation avec le thérapeute, quel que soit son métier. c'est ça. Hein, c'est avec quelqu'un avec qui je me sens en sécurité, en confiance, où je sens que la personne, elle est là pour moi, elle m'écoute vraiment, on peut aller loin parce que la personne, elle est suffisamment solide. Et du coup, je peux y aller, quoi. Ouais, exactement. Oui, ouais, c'est vrai, ça c'est extrêmement juste, cette dimension de confiance dans le thérapeute, ce Mhm. cadre qu'on peut poser. C'est comme si on donnait de la structure et que les gens peuvent se déposer sur nous quelque part. Et Alors, s'appuyer. s'appuyer Se sur nous. déposer Et ça, et s'appuyer. Voilà. Dans les principes de l'attachement, on dit qu'on a deux systèmes. On a le système d'attachement et le système d'exploration. Le système d'attachement, c'est de venir vers quelqu'un qui compte pour nous quand on ne va pas bien. Donc, c'est typiquement pour ça que tu vas voir un thérapeute souvent. Hein. Je suis dépressif, je suis anxieux, je ne suis pas bien, j'ai besoin de quelqu'un qui m'écoute. Donc, tu arrives sur le porte-avions quelque part et tu te poses et là, tu as posé tes gros sacs, tu te sens mieux, tu es réconforté. Mais ce n'est pas que ça, hein. C'est aussi l'autre versant de l'attachement, c'est ce qu'on appelle le système d'exploration. C'est quand l'avion décolle du porte-avions. C'est quand, reboosté par l'heure passée avec son thérapeute, peut-être qui a donné des conseils, des choses très concrètes, hein, une carte de visite d'un collègue par exemple, et que là, hop, on sort un petit peu de notre zone de confort pour aller dans la zone proximale de développement, comme disait Vygotsky, c'est-à-dire dans l'endroit un petit peu plus loin qu'on serait allé tout seul. ouais, Donc, par exemple, aller voir quelqu'un qui fait des soins chamaniques, aller dans un stage de groupe, aller faire, je ne sais pas moi, des exercices pour soi seul, mais avec la pensée du thérapeute qui est là pour me soutenir. Et ça, c'est important d'avoir les deux. À la fois le refuge, hein, je me réconforte parce que je ne vais pas bien, je dépose des choses, et je me rebooste, et j'y vais, quoi. tout à fait. Et donc, puisqu'on était en train de discuter autour des limites de la psychothérapie classique, à quel moment, à ton avis, tu penses que c'est indispensable d'aller justement explorer autre chose voilà, que la thérapie? Classique. Moi, je pense y a plusieurs éléments de réponse, mais la première étape, souvent, après le cognitif, hein, que tu as bien rappelé, et souvent, c'est le corps. Ouais, c'est ça. Hein. Personnellement, moi, par exemple, j'ai fait une analyse lacanienne pendant un certain temps. Après, j'ai vu une thérapeute un peu plus ouverte, classique, mais ça restait très diadique, verbal. Et à un moment, je sentais, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je n'arrivais pas à résoudre le problème de fond. Et là, j'ai compris, parce qu'on me l'a aussi expliqué, que mes traumas, en fait, que j'avais toujours pas réglés de manière viscérale, quoi, cellulaire, eh ben, ils étaient justement dans mes viscères et dans mes cellules. Ils Ouais, étaient dans mon corps. Et c'est là où j'ai commencé à faire des thérapies psychocorporelles. Donc, moi, j'ai travaillé beaucoup avec l'EFT et le MDR, et qui sont deux thérapies un peu différentes, mais qui ont quand même les mêmes indications et les mêmes objectifs, c'est-à-dire d'aller travailler dans le corps, là où sont nichés les traumas, en fait. Les traumas, vraiment, dans le sens du noyau traumatique, il y a des pensées, bien sûr, mais il y a surtout des émotions refoulées, tu as des flashs, tu as des odeurs, plein de sens, et tout ça est figé tant que tu ne l'as pas travaillé dans le corps. Donc souvent, la première étape, c'est ça. C'est des gens qui ont compris, en gros, parfois même, ils te font une ouais, littérature de leur vie, tu vois, ils t'expliquent bien, j'ai peur des hommes parce que mon père, machin, j'ai tout compris, ouais. mais j'ai toujours peur des hommes, quoi. Donc, je fais quoi? Bon, bah, on va creuser un peu plus dans le corps, déjà. Moi, je commence souvent par amener ça avant d'aller sur des trucs transpersonnels. Hein, d'abord, on a notre biographie classique, on va dire, à travailler. Hein. Et c'est très juste. Moi, j'ai le même parcours que toi, hein. Donc, après avoir travaillé en psychothérapie, en analyse fractionnelle, donc plutôt quelque chose d'assez classique, mais qui est très utile, hein,
Après, je suis partie travailler sur le corps. Toi, tu as fait le FT, le MDR. Moi, j'ai fait le MDR et la somatic experiencing. Et voilà. Et effectivement, ce sont des thérapies qui travaillent vraiment sur la mémoire du corps, la mémoire des traumatismes. Et on dit souvent du bas vers le haut. On travaille de la mémoire du corps vers le cognitif. Voire, on n'en a même pas besoin. Le cognitif, c'est tous les systèmes de croyances, d'élaboration de qu'est-ce qu'on a compris, d'identification. Et parfois, ça suffit pour sortir des traumas, pour libérer de figements qui ont été stockés dans l'organisme, qui parfois sont extrêmement puissants. Ce sont des mémoires cellulaires très archaïques. Et oui, et qu'on connaît quand même. Des fois. On n'a pas toujours des souvenirs en plus. Oui, absolument, mais on comprend bien pourquoi on n'a pas toujours des souvenirs. C'est tous les mécanismes de la dissociation qu'on comprend bien maintenant en neurosciences, avec la neuroimagerie. On comprend ce qui se passe dans le cerveau d'une personne traumatisée. Il y a ce figement qu'est la dissociation qui fait que parfois, il va manquer des bouts de vie, même parfois. Et ça, hormis par le corps, ça va être compliqué. C'est pas possible d'y arriver. Donc là, c'est tout le chemin par les cellules. Donc, on a dit le FT, le MDR, la somatic experience. Il y a aussi tout ce qui est danse-thérapie. Moi, la danse-thérapie m'a beaucoup aidée aussi. Énormément. La transdanse. Ah oui, pareil. Être dans des états, en fait, de conscience modifiée. Assez léger quand même, mais parfois suffisamment puissant quand même pour bloquer un peu le mental. Et moi, Dieu sait que mon mental était archi balèze et c'était aussi ma route de survie, donc ça m'a beaucoup aidée. Mais à un moment, voilà, j'y arrivais plus. Donc, passer en état de conscience modifiée grâce à la danse, me laisser aller, laisser mon corps bouger, ce qu'il avait en fait tout refoulé, j'ai sorti des gros morceaux. Oui, exactement pareil. C'est vrai que peut-être parce qu'on est des femmes, souvent les femmes, elles adorent danser. Mais dans la danse, c'est pas dans la danse chorégraphique, on est d'accord, c'est dans des danses libres où on laisse le mouvement jaillir, ce qui permet à un moment donné, dans la danse-thérapie, de débrancher le mental, en fait, que tu dis. Et dans ce jaillissement, hop, d'un coup, c'est ton corps qui guide, en fait. C'est plus ta tête qui sait où ça va, c'est le corps qui guide. Et le corps exprime, voire finit, répare, va où lui, il veut aller. Et c'est ça qui est super chouette, d'ailleurs, dans ces dimensions-là. C'est que tu n'as plus l'impression que c'est toi qui contrôle, c'est plus toi qui fais quelque chose. À la fois, comme la danse-thérapie, je me rappelle, on prend conscience de nos émotions, de là où on en est. Et après, c'est comme si le mouvement va nous guider vers quelque chose qui serait très réparateur pour nous, en fait. C'est ça. Parce que le corps sait. Le corps sait où aller, et c'est tout l'enjeu au début quand on démarre la danse-thérapie. C'est pas si simple parce que le mental est très présent, donc il faut vraiment déjà un cadre de sécurité à nouveau. Il faut se sentir à l'aise avec les thérapeutes qui animent ça. Il faut aussi la musique. La musique, c'est absolument primordial pour pouvoir lâcher. Il faut aussi du temps. Moi qui anime maintenant des stages, je vois bien que c'est pas pareil si les gens font juste une demi-journée, 2 jours, 4 jours. Là, évidemment, plus c'est long, plus tu lâches, plus c'est bon. Plus tu descends. Ben oui, plus tu descends et plus tu es moins dans la superficielle, dans surtout les commentaires d'être évalué, de comment je m'évalue. C'est souvent ça aussi. C'est ça. Ça fait beaucoup travailler aussi. J'observe ça. Les habilités sociales, c'est un grand mot, mais c'est-à-dire vraiment la capacité à être en relation avec l'autre. Et on sait que ce qui fait souvent problème, c'est le sentiment d'être jugé, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être aimé. Et quand tu vas dans des états où tu lâches le mental pour être plus dans le spontané, sous le regard des autres, donc en groupe, par la danse, là, il se passe des choses magnifiques parce que tu es à la fois dans ton corps, dans ton émotion, dans un spontané que parfois tu n'as jamais rencontré. Moi, j'ai découvert des facettes de moi en danse-thérapie que je ne connaissais pas, Et si tu le fais en plus devant des autres qui sont des autres bienveillants, sans jugement, avec à l'inverse du jugement, de la compassion, de l'amour, de l'accueil, là, tu répares des trucs. Tu répares et tu te libères de nombreux conditionnements que tu ne pourrais pas te libérer, notamment en DIAD, dans les séances individuelles en thérapie. C'est pas possible d'aller aussi loin que ça. C'est ça que je remarque en fait. Moi aussi, je remarque ça. Et c'est pour ça que
quand les personnes sont prêtes à le faire, parce qu'on ne peut pas non plus plonger dans un dispositif groupal comme ça. Je pense que quand tu n'as jamais fait du tout, ça me paraît compliqué, sauf si tu as une base plutôt sécure, mais c'est assez rare. Mais quand les gens sont prêts et puis bien accompagnés, et c'est pour ça que moi, par exemple, quand c'est mes propres patients que je suis en individuel, bon, bah, c'est moins difficile de les amener en groupe parce qu'ils me connaissent déjà. Pareil quand j'ai mes patients en individuel et que je retrouve dans les groupes de tantra parce qu'ils savent qu'il va y avoir des moments où il y aura des temps de thérapie, en fait, et ils se sentent en confiance et en sécurité. Absolument. Mais c'est sûr que c'est plus facile dans ces cas-là. Et puis, ce que j'observe aussi, c'est que le groupe, alors surtout depuis 2 ans, hein, avec tout ce qu'on vit, il est aussi vraiment source de cette nourriture affective qu'on a perdue. Hein, bon, depuis, ça ne date pas du Covid, hein, qu'on ait perdu le sens du lien, mais encore pire, évidemment, avec tout ce qu'on a subi. Et de retrouver enfin hein, le groupal, notre instinct grégaire, nos besoins de communauté, d'être vu, entendu par les autres. Et ça répare beaucoup de choses. Ah oui, ce que tu dis, c'est bien d'insister là-dessus parce que le côté petite famille, tribu, hein, et je sais pas, certains disent fraternité, sororité, enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la famille du cocon, en fait. Hein, parce que bien souvent, dans ces groupes de développement personnel, où il n'y a pas de. Justement, il n'y a pas de jugement, les gens sont bienveillants, on peut être authentique, enfin, il y a toutes les conditions pour se sentir libre dans sa parole et accueilli, en fait. Et du coup, ça crée des endroits où chacun peut avoir sa place, sentir sa place, puisque souvent nos patients, ils ont des problèmes avec quelle est ma place, où est ma place, comment je sens ma place, est-ce que j'ai le droit d'avoir ma place. Donc là, c'est parfait pour ce travail d'estime de soi et de prendre sa place d'ailleurs, et en toute sécurité, je trouve. Et ça, c'est génial. Et c'est d'ailleurs une des ressources les plus grandes, c'est le lien chaleureux hein, pour nous réparer. C'est quand même ce lien, pas seulement de papa-maman qui sont les animateurs, bis, enfin, soi-disant, les frères et les membres de la fratrie hein, autour, qui sont aussi, parce que ça représente les groupes, hein, on joue à la petite famille, quoi. C'est ça, les parents et la fratrie. Avec toutes les rivalités, les tensions qui peuvent se rejouer. Exactement. Et quand tu animes des groupes continus, moi je fais ça depuis pas très longtemps, mais j'adore ça parce que c'est des groupes fermés qui se retrouvent de week-end en week-end. Et là, alors là, la dimension de famille se joue à toc parce que c'est pas non plus ukulélé les bisounours. Hein. Il y a des histoires de tension parce qu'on se connaît mieux et du coup, si on se connaît mieux, et ben, il y a aussi nos différentes facettes qui s'ouvrent et qui vont parfois faire boum avec d'autres facettes des autres. Et ça, c'est très intéressant parce que contrairement à nos familles d'origine, où rarement on a pu en parler, hein, souvent c'est ça qui a fait traumatisme d'ailleurs, la solitude, là, on a l'antidote de la solitude, c'est-à-dire qu'on va mettre des mots. Hein, on va permettre, notamment les animateurs, c'est leur rôle, de mettre des mots, y compris sur les tensions et même surtout sur les tensions. Oui, tout à fait. Donc là, on était en train d'échanger autour de l'intérêt de faire du groupe quand on n'en a pas fait et quand on a fait déjà pas mal d'individuels. Et même, hein, moi, j'ai des personnes qui très vite vont en groupe, qui, par exemple, m'ont vu une fois en individuel et que je vais orienter assez vite en groupe pour faire un atelier d'un week-end, par exemple. Ouais. Ça peut être chouette aussi parce que c'est souvent ce que je dis, c'est un catalyseur. Hein. Le groupe, ça va, parfois, c'est intensif, tu vois, tu as raison, c'est 1, 2 jours, 3 jours. Et donc, c'est des intensifs et parfois, c'est comme un catalyseur et ça accélère en fait les processus de guérison, souvent, moi, j'ai remarqué. Oui, tout à fait. C'est Donc, des turboréacteurs. Oui, c'est du tout. On parlait du groupe et alors après, puisqu'on est sur les limites de la psychothérapie, quand la psychothérapie ne suffit plus, j'aimerais bien qu'on aborde aussi le sujet du transpersonnel, justement, de toute la dimension plus vaste qu'on a un peu saisie tout à l'heure, les états de conscience modifiés, qui, grâce aux états de conscience modifiés, permettent d'accéder à autre chose et donc à s'appuyer sur autre chose que simplement nos états de conscience ordinaires. Oui. Là, moi, j'ai envie de faire le lien d'abord avec une des maladies du siècle, qui est la perte de sens. On sait bien que si on a une épidémie de syndrome anxio-dépressif, ça c'est le mot un peu que tu retrouves sur un dossier sur 2 en psychiatrie, syndrome anxio-dépressif, hein, donc un mélange entre
une tristesse, de l'anxiété généralisée, des ralentissements, des difficultés évidemment d'estime de soi, etc. Là, le grand bagage classique qu'on trouve chez beaucoup de gens. Et selon ma vision, c'est beaucoup lié à une perte de sens, hein, vraiment pourquoi je suis là, à quoi sert ma vie, est-ce qu'il y a un objectif à mon existence, est-ce que j'ai de la valeur, et si oui, laquelle, parce qu'au milieu de ce grand, parc d'attractions géant qu'est notre monde parfois, hein, où tout va trop vite, où tu n'as même pas le temps de voir ce qui se passe, que tu es déjà passé à autre chose, et puis finalement, quel est le sens de ce que je viens de faire? Je ne sais pas, parce que je m'occupe déjà de la chose d'après. Moi, j'observe qu'il y a beaucoup de gens qui vont mal avant tout à cause de ça, hein, et ça rejoint la pensée de pas mal de philosophes et de psychologues, hein, qui disent que qui voient l'aspect sociologique en fait, hein, à la maladie psychique ou aux difficultés psychiques, c'est qu'on a perdu en fait notre enracinement, hein, notre connexion vraiment avec notre nature profonde d'animaux, quoi, notamment grégaire, là ça rejoint le lien, et puis aussi notre connexion avec le haut, hein, le divin. Le principe céleste qui fait qu'on n'est pas que un corps, hein, on est aussi un esprit, une âme. Et cette scission et de nos racines profondes et du ciel, hein, fait que moi je trouve que beaucoup de gens errent, hein, vraiment errent dans le monde du milieu, comme on dit en chamanisme, dans des endroits où en fait ils fonctionnent. Il y a plein de gens qui fonctionnent, hein, des gens qui vont vraiment mal. Heureusement, c'est quand même rare. Il y a une grosse majorité des gens qui fonctionnent. Ils ont un boulot, une famille, ils payent leurs impôts, ils vont en vacances tous les ans, ils ont leur chien, tout ça. J'ai fait un peu un archétype, mais des images un petit peu basiques, mais c'est quand même beaucoup ça. Mais au fond, comment ils sont vraiment? Et puis, qu'est-ce qui nous anime vraiment? Pourquoi on se meut, quoi? À quoi ça sert de se motiver pour des objectifs à atteindre? Une fois que tu as atteint 2, 3, 10 objectifs, moi, je dis souvent, pour moi, je suis sur la relation amoureuse, donc je vois bien que quand ils ont ce qu'ils veulent, par exemple, la petite maison dans la prairie, après, ils sont dans le cadre et puis ils sont là, next, quoi. Qu'est-ce que je veux pas forcément mieux. J'ai le confort, j'ai la sécurité, j'ai tout ce que je veux, mais je veux toujours plus. Et effectivement, hein, on est dans une période qui est bien loin de la période où il y avait l'accroche à la foi, à la religion, hein, qui a été avant le matérialisme. Et dans ces époques-là, le but leur mission de vie, c'était souvent de croire. Toutes les religions amenaient à ça à une époque. Là, on a beaucoup perdu. Il y avait du sens, quoi. Il y avait un sens. Il y avait un sens après, alors voilà, sur Terre, voilà, je vais gagner ça parce qu'après, je vais gagner le paradis. Bon, bref, et ça donnait du sens à la vie. Là, maintenant, il y a un idéal de perte de sens de vie, effectivement, où quand même, dans le milieu du néant personnel, on entend quand même donner du sens à votre vie, trouvez-vous une mission de vie, réalisez-vous. Alors après, c'est aussi une injonction. C'est ça, qui peut être super dangereuse aussi. Il faut se réaliser parce que sinon, tu n'es pas comme les autres. C'est ça. Donc, c'est un peu comme un néoconformisme, tu sais, avant, il fallait croire en Dieu et faire, tu vois, respecter les commandements, etc. Hein, c'était la norme. Aujourd'hui, il faut absolument trouver du sens et s'accomplir. Alors, quand tu es une femme, c'est sur tous les plans, hein, de mère à amante, à femme sacrée, à tout ce que tu veux, donc le truc impossible. Et donc, ça peut être effectivement tyrannique. Donc ça, il y a beaucoup à dire aussi là-dessus, et je trouve que, bon, les hommes, c'est pas simple non plus, mais chez les femmes, il y a, je pense, peut-être encore plus de pression. Et ça, il y a notamment Jung qui parlait, donc il y a déjà longtemps hein, quand même, parce que Jung, ça date quand même de pas mal de décennies maintenant, hein, il est mort dans les années 50-60. Et Jung, déjà à l'époque, disait que selon lui, les humains avaient 2 parties de vie. Il appelait pas ça la crise de la quarantaine, qui faisait la scission, mais c'est exactement ça en fait. Et il disait que tout homme ou femme, jusqu'à à peu près 40-50 ans, avait quelque part à accomplir son principe terrestre. C'est-à-dire, donc souvent, il y avait donc une visée de carrière professionnelle, réussir quelque chose au niveau pro, au niveau de ce qu'on savait faire, nos talents, et au niveau familial, et puis au niveau sociétal, communautaire,
voilà, par exemple, avec des rôles au niveau de l'Église, des choses comme ça. Et que tout ça, c'était un petit peu l'objectif jusqu'à à peu près 40-50 ans, dans la matière, en fait, hein, mais qu'une fois ça accompli, si tu ne faisais pas une crise, entre guillemets, digne de ce nom, dans le sens vraiment positif, hein, eh bien, tu pouvais en fait errer jusqu'à la fin de ta vie, puisque selon Jung, la deuxième partie de ta vie, c'était le principe plutôt céleste, hein, le plutôt vertical en fait, alors qu'avant, on était plutôt sur un plan horizontal avec nos frères humains, on va dire. Et la deuxième partie de la vie, selon Jung, c'était cheminer vers le soi, c'est-à-dire l'inconscient individuel, l'inconscient supérieur, et donc là, rencontrait une dimension beaucoup plus vaste, beaucoup plus sacrée, liée aussi à notre inconscient de fond, mais qui visait à nous ouvrir à plus large et au sens de notre existence. Exact. Oui, souvent, d'ailleurs, c'est des propos que je tiens souvent, mais j'ai un vocabulaire un peu différent, mais qui revient au même, où je dis souvent, jusqu'à 40-45 ans, effectivement, première phase du développement, c'est la réalisation du moi. En fait, c'est l'ego qui doit se construire. Et c'est toute la période, d'ailleurs, on peut compléter là-dedans, c'est l'affirmation du moi. Je dois m'affirmer, je dois me réaliser, je dois être fière de moi, les autres doivent être fiers de moi. Donc, c'est toute la partie estime de soi, prendre sa place. Et ça, c'est extrêmement important, de gonfler le moi. Mais si on en reste là, et justement dans cette fonction tyrannique sociétale, là, où il faut se réaliser, et toujours plus, à un moment donné, tu te perds là-dedans. Parce que passer 45, 50 ans, etc., dans cette crise existentielle, renforcer le moi toujours et encore plus, ça va donner une hypertrophie du moi et les crises d'angoisse. Mais où je vais, quoi. Ça, c'est ça. Et c'est vrai que c'est le moment de passer à ce que moi j'appelle la dissolution du moi. C'est la même chose, c'est la verticalité, c'est-à-dire, bon, ok, mais pourquoi je suis là et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose sur lequel je peux me relier qui est beaucoup plus vaste? Sinon, on va buter dans nos schémas répétitifs. C'est là où on tourne en boucle et en psychothérapie, on voit nos patients qui butent en fait. Oui, et qui souvent vont du coup avoir des symptômes, soit physiques, soit psychiques, de mal-être. Hein. Donc, soit c'est le corps qui alarme, c'est plus grave quand même quand c'est le corps. Hein. Soit c'est la psyché, typiquement des crises d'angoisse, un épisode dépressif, des accès de colère, des choses comme ça. Et tout ça, c'est des appels en fait de notre, selon moi, de notre précieuse intériorité qui dit ça va pas, je craque, je peux plus vivre comme ça. Et soit on l'entend, et dans ce cas, on va pouvoir effectivement accomplir autre chose, hein, cheminer vers le soi, soit on ne l'entend pas, et en général, ça va crier de plus en plus fort. Alors, je peux en témoigner d'ailleurs, parce que moi, je suis passée par là personnellement. Hein, parce que j'ai une superwoman dans mon profil de personnalité, donc assez carriériste, performante, partout, sur tous les fronts. Et du coup, tu vois, avec ce truc de se réaliser partout, sur tous les plans, comme on disait pour les femmes, tu vois, je rentre vraiment dans cette catégorie. À un moment donné, j'ai touché le bout, c'est-à-dire étant identifié au corps fonctionnel, le corps qui fonctionne et qui doit aller dans le plaisir et performer, etc. À un moment donné, moi, je me suis fait sans arrêt des burn-out. Et à un moment donné, je suis tombée vraiment bas, j'ai vraiment somatisé très fort. Et la seule manière de pouvoir m'en sortir, c'était pas seulement que la psychothérapie qui m'a quand même aidée, évidemment, dont on parlait, la psychothérapie entre guillemets classique, mais aussi toute la partie de trouver quelque chose de plus vaste, de me relier au transpersonnel pour retrouver cette dimension de la foi, entre guillemets, tu vois, de quelque chose où la conscience n'est pas simplement dans le corps fonctionnel, mais nulle part au-delà, voilà. Absolument. Localisé d'ailleurs. Hein. Ouais. C'est pour ça que ça devient intéressant justement qu'on puisse échanger sur ces états de conscience modifiés, comment y accéder. Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, moi je m'intéressais, et toi aussi d'ailleurs, au travail d'Olivier Chambon, puis d'autres sur les psychédéliques qui travaillent sur les états de conscience modifiés pour guérir les troubles de l'anxiété et de la dépression. C'est intéressant qu'on puisse échanger aussi là-dessus parce que ce n'est pas encore très connu. On est dans une ère où on démarre là-dessus. Hein. Il y a encore peu de gens il y a beaucoup de gens qui appréhendent et qui se disent oh là là, mais où on va dans les états de conscience modifiés. Il y a des gens qui ne connaissent même pas ce que c'est d'ailleurs, même pas de quoi ils retournent. Et puis il y a une dimension parfois ésotérique qui fait peur, quoi, qui se dit mais attends, dans des sectes, c'est quoi ces trucs, ça peut être dangereux, etc. Et oui, et pourtant, hein, donc moi qui travaille 10 ans en psychiatrie,
j'ai commencé à entendre parler de ça, hein, du renouveau des psychédéliques. Bon, c'était quand même archi confidentiel, hein, on n'en parlait pas en réunion tous les jours, hein, mais j'ai commencé à en entendre parler parce qu'on faisait des essais expérimentaux avec des dérivés de la kétamine, tu vois, sur des patients mélancoliques sévères, hein, où la thérapie habituelle ne marchait pas. Donc, moi, ça a un peu titillé ma curiosité. Puis, je suis allée effectivement lire un petit peu du côté de Olivier Chambon et puis de tant d'autres, hein. Il y a plusieurs bouquins qui sont sortis ces derniers temps, de Stéphanie Chaillet, Michael Pollan. Enfin, voilà, il y a de plus en plus de livres. Et en fait, j'ai découvert... J'étais un peu naïve sur tout ça et un peu ignorante. J'ai découvert que en fait, tout ce champ-là de travail, d'état modifié de conscience par substance, en fait, déjà a été quand même très bien étudié dans les années 50-60, pendant presque quand même 2 décennies, avec des études scientifiques très poussées, notamment à Sainte-Anne, hein, en France, hein, notamment beaucoup aux États-Unis, mais aussi en France. Et tout ça revient depuis environ à peu près 15 ans. Alors, pas encore beaucoup en France, mais beaucoup en Angleterre, beaucoup en Suisse, et qu'il y a des objectifs, en fait, qui sont extrêmement intéressants, des visées extrêmement intéressantes pour la prise en charge des patients. Alors, selon moi, il y a deux champs en fait, d'application de ça. Il y a les maladies mentales graves, hein, par exemple la mélancolie, hein, qui est une dépression résistante qu'aujourd'hui on guérit mal, hein, clairement en psychiatrie on est assez mauvais là-dessus. Et puis d'autres troubles graves comme les addictions, hein, qui peuvent être très graves, parce qu'il peut y avoir des morts par overdose bien sûr, mais aussi la notion du suicide, etc. Donc ça, c'est la première grande visée de ce grand champ-là. Et puis l'autre, c'est une visée beaucoup plus large pour tout le monde, en fait, pour ouvrir la conscience, hein, tu parlais de la conscience, ouvrir nos champs de conscience au-delà de notre petit moi, se rendre compte que grâce à une expérience forte, donc là induite en l'occurrence par une substance, on peut découvrir. Alors, il faut le faire dans des bonnes conditions, hein, donc je rappelle aussi qu'en France, pour l'instant, c'est interdit, hein, mais dans des bonnes conditions, de manière vraiment guidée par des gens qui savent ce qu'ils font, tu peux ouvrir en fait des portes comme tu les ouvres en transe-danse, en respiration holotropique, hein, en hypnose. Il y a des praticiens en hypnose qui font des choses extraordinaires de régression très profonde sur le transgénérationnel, sur des choses très, très profondes. Et ça fait... Donc, c'est un outil de plus. Pour moi, c'est un outil de plus, le travail avec les psychédéliques. Oui, je confirme. Et c'est vrai que c'est... pour l'anxiété notamment, ou la dépression, hein, ça peut être vraiment rassurant de voir qu'il y a... de sentir, parce que c'est des perceptions, en fait, on ne peut même pas... c'est du senti, donc c'est difficile même de mettre des mots et du vocabulaire. Oui. Mais il y a quelque chose qui peut être extrêmement rassurant. Et une ressource complètement différente de tout le travail qu'on peut faire justement en psychothérapie, en élaboration. C'est vraiment autre chose. Et je pense que d'explorer en sécurité, ça peut être vraiment quelque chose de chouette pour nos patients. Moi, ça m'intéresse particulièrement parce que j'ai travaillé donc longtemps en psychiatrie avec des patients très difficiles, hein, avec... des patients notamment borderline, très suicidaires, tu vois, avec des passages à l'acte répétés qui pouvaient épuiser avant tout la personne évidemment, mais les équipes, on n'y arrivait pas, quoi, une impuissance quand même vraiment dure, quoi, pour le corps médical et paramédical. Et de découvrir par mes lectures qu'il existe en fait une aide. Hein, ça ne va pas tout faire, il n'y a rien de magique dans la vie de toute manière, hein, c'est toujours ça, plus ça, plus ça, plus ça, mais qu'il pouvait y avoir une aide grâce à ce champ qui, à nouveau, a été très étudié il y a 70 ans. Hein, c'est pas, on n'invente rien. Hein, mais que maintenant, on réouvre ces dossiers-là, mais c'était ô combien soulageant et réjouissant pour moi. De dire, OK, il y a des patients, on va pouvoir essayer au moins des choses, faire autre chose. Quoi. Exactement. Mais effectivement, ce que disent d'ailleurs tous ces thérapeutes, tous ces thérapeutes qui sont souvent des médecins ou des psychologues comme nous, travailler là-dessus, sur le champ des psychédéliques, c'est vraiment pas faire n'importe comment, n'importe quoi, il faut être encadré, c'est pas juste pour le délire, c'est pas pour le fun en fait, hein, c'est vraiment des indications thérapeutiques. Absolument, et c'est là où il faut faire tout de suite la différence entre ce qu'on appelle les drogues et les psychédéliques. Ah oui.
Ah, ça, Chambon, il l'explique très très bien. Je vous invite, pour ceux que ça intéresse, d'aller voir les vidéos d'Olivier Chambon. Il dit bien que les drogues, en fait, ont effectivement, sont délétères parce qu'elles sont addictives, parce qu'il y a une destruction de beaucoup de choses, en fait. Alors qu'à l'inverse, les psychédéliques vont ouvrir vers un champ et ne créent pas d'addiction. Oui, exactement. Bah, c'est important de le spécifier parce que Mm. c'est encore très peu connu, hein, ce champ-là, hein, du grand public. Bon, nous, on est dans ce milieu, donc puis on On en explore. entend parler parce qu'il y a quand même des publications scientifiques. Hein. Oui, oui, mais c'est justement pour ça que c'est important de lire aussi les articles scientifiques, de lire des bouquins, enfin, d'aller s'intéresser et étudier ce sujet, parce que sinon, la plupart du grand public, ils se disent, oh là là, ça y est, c'est des drogues, ça y est, on va être addict, c'est l'héroïne, on imagine tout de suite prendre du LSD, tu pars en vrille complet. Et c'est important de signaler que ça n'a rien à voir. C'est C'est ça. vraiment un champ qui est Et il y a le bouquin de Stéphane Alix, qui est sorti de mémoire l'année dernière, je crois, qui s'appelle Nos âmes oubliées, qui relate son expérience personnelle à ce journaliste très empreint de scientifisme, d'esprit scientifique en tout cas, et qui relate sa propre expérience avec des psychédéliques qui lui a permis de cheminer à l'intérieur de lui, en fait, dans ce qui était notamment très, très refoulé, un trauma sexuel de l'enfance, et d'ouvrir des portes, il l'explique très bien, que n'arrivait pas à ouvrir justement la psychothérapie classique. Ça, c'est un bon exemple des limites de la thérapie classique. Ben oui. Bon, en même temps, moi, sur ma propre expérience, moi, je vois aussi que ça m'apporte. Moi, j'ai des troubles de l'anxiété généralisée dus à mes traumatismes de la Shoah de mes ascendants. Je peux t'assurer que ça, c'est la base. La base de mon profil, c'est l'anxiété. Donc, de travailler avec les psychédéliques, ça m'amène vraiment à quelque chose, un perçu qui est beaucoup plus rassurant. C'est comme si je peux aller m'appuyer sur autre chose que simplement l'identification à ce corps qui est là et qui va mourir. Et ça, c'est inégalable par rapport à tout le chemin de la psychothérapie que j'ai fait. C'est quelque chose que je ne peux pas trouver dans la psychothérapie. Donc, je suis témoigner de ça, mais il y a plein de gens qui peuvent témoigner sur leurs problématiques traumatiques et de voir comment, d'abord, ce n'est pas l'un contre l'autre, hein, c'est vraiment complémentaire. Et c'est des espaces et des dimensions complètement différentes, en fait. Absolument. Et ça, il y a énormément d'auteurs qui en parlent depuis longtemps. Maslow, par exemple, qui est un des pères de la psychothérapie existentielle et du courant humaniste en général, on va dire. Maslow, il expliquait bien que l'homme, je ne sais plus comment il disait ça exactement, mais que l'homme normal est un homme moyen. Dans le sens que l'homme normal, c'est quelqu'un qui certes fonctionne, ce que j'ai décrit tout à l'heure, mais qui n'a pas réalisé sa nature profonde. Et cette nature profonde, c'est cette connexion avec le sacré, avec l'ouverture du soi, notre inconscient supérieur, etc. Et donc Maslow, il parlait de ce qu'il appelait les peak experiences en anglais, ou expériences paroxytiques en français. Et il appelait en fait à vivre des expériences paroxytiques, soit spontanées, expériences mystiques typiques, ou induites par substance ou autre, ça peut être à nouveau la transdanse, la respiration holotropique, pour atteindre en fait des couches de soi qui ne sont pas accessibles en état ordinaire de conscience. Tout à fait. Et ça, c'est, selon Maslow, c'est ce qui permet de s'auto-actualiser. Maslow a beaucoup parlé de ça, notre tendance auto-actualisatrice, pour devenir pleinement qui on est. Ouais. Ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on entend dans le milieu du développement personnel, devenez l'auteur, soyez qui vous êtes, etc. Et je pense que tant qu'on n'aborde pas cette exploration du soi, justement, avec ces états, grâce à ces ouvertures, de ces fenêtres qui s'ouvrent dans les états de conscience modifiés, on n'y accède pas vraiment, en fait. On y accède, mais de manière limitée. Je deviens qui je suis, je me rapproche de moi en faisant de la thérapie, oui, d'accord, en faisant du développement personnel, oui, d'accord, mais jamais autant que si on touche et si on aborde aussi cette question cet outil, ces aides des états de conscience modifiés. Oui, parce que, comme disait Pierre Teilhard de Chardin, elle est très connue cette phrase, elle dit, que ça dise bien dans l'ordre, nous ne sommes pas des humains ayant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine. Cette phrase, elle est juste magnifique. Donc, elle est magnifique. Donc, elle dit quoi? On est des êtres avant tout
spirituel, probablement, hein. Après, c'est à débattre. Mais quand tu as effectivement vécu des états modifiés de conscience, comme toi, comme moi, il y a quelque chose à un moment qui est noétique. Noétique, ça veut dire qu'on ne peut pas le prouver, on le sait, en Oui, fait. voilà, c'est ça. On sait C'est qu'il ça. y a autre chose de plus vaste. Et c'est Hein. ça qui est extrêmement rassurant parce que on le sait, on n'a plus besoin d'en débattre, on n'a pas besoin de convaincre, on n'a pas, il y a un truc qui, qui perçoit l'existence, voire même souvent le plus difficile, c'est d'être identifié au corps, au corps qui va se dégrader, au corps qui va nous lâcher, au corps qui va mourir. Et à un moment donné, c'est quelque chose qui, ah ouais, ça peut être vraiment rassurant de savoir, ah ben on n'est pas ça, quoi. On n'est pas C'est que ça. ça, tu vois. Et effectivement, mais ça ne peut être perçu qu'à travers ces espaces-là, en fait. Sinon, tu peux juste pas, quoi. Et Et c'est moi, il me semble qu'effectivement, si tu ne touches pas ces états modifiés de conscience qui te font toucher ça, ça ne va rester que cognitif, en ça. fait. Mais exact. Et à un moment, c'est pour ça que c'est toujours difficile d'en parler, parce que c'est une expérience ineffable qu'on ne peut pas raconter, d'aller toucher quelque chose de l'ordre donc, du sacré, du divin qui nous dépasse, hein, le transpersonnel, c'est-à-dire qui va au-delà de l'ego et de la personnalité, et qui fait comme un switch. Enfin, moi, je me souviens de ma première expérience de ce type-là, c'était, je me souviens de l'année exacte, c'était en 2008. C'était par la transdanse, première transdanse que je fais, où j'étais dans une période aussi très vulnérable. C'était entre mes 2 grossesses, j'avais donc un enfant qui était tout petit, j'étais fatiguée, épuisée. On sait que quand on est dans des états aussi comme ça, quelque part, on est plus vulnérable et il y a plus d'ouverture psychique. Hein. On sait, par exemple, les femmes, nous, quand on est enceinte, on est dans un état de transparence psychique qui aide. Et donc, ma première transdanse, j'ai découvert un autre monde exister. D'ailleurs, quand je relis mes notes de ce voyage, la dernière phrase que j'ai écrite, c'est un autre monde existe. Ah oui, tu vois. J'ai noir sur blanc. Et je me souviens de ce jour-là comme, enfin, c'est un des plus beaux jours de ma vie, d'avoir eu des visions, mais surtout des sensations que je n'étais pas que ce corps. Et Ouais. là, tu as un avant et un après, quoi. Oui, oui, c'est ça. Moi, je l'avais eu aussi dans des stages de tantra, à travers des méditations guidées autour de la mort, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est important que chacun trouve son propre chemin pour aller visiter ces états de conscience modifiés s'ils y sont intéressés, hein. Euh, Oui. Là où justement on fait un travail sur soi, d'introspection, ou la psychothérapie justement, voilà, trouve ses limites en fait. Euh, voilà. Oui, et il y a plusieurs moyens. Hein. En fait, c'est ça qui est chouette, c'est que selon qui on est, selon aussi les opportunités hein, qui se présentent, mais je pense que la vie, elle est bien faite. Hein. Elle t'amène ce dont tu as besoin au bon moment, hein, si tu es dans un minimum d'ouverture. En fait, tu as plein de moyens de l'atteindre. Donc, moi, par exemple, la transdanse m'a énormément aidée pendant des années, hein, vraiment. Après, j'ai aussi travaillé beaucoup avec le chamanisme, donc avec différents rituels de guérison, que ce soit des voyages au tambour, des huttes de sudation, voilà, des choses guidées dans ce paradigme-là qui personnellement me parle. Et puis moi, personnellement, depuis peu de temps, j'expérimente aussi la respiration holotropique, hein, qui est encore un moyen de rentrer en transe qui est formidable. Oui, oui, c'est ça. Il y a différents aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a différents accès. Ça peut être aussi la méditation. Enfin, Oui, il y a différentes portes porte. pour aller voilà, explorer ces états modifiés de conscience. Bon, après, chacun ses goûts, chacun sa voie. Mais je pense que c'est important d'abord qu'on témoigne et qu'on amène ce sujet parce que il y a encore peu de psychologues qui croisent les champs, en fait, hein. Ça, Oui. il y en a pas tant que ça. Mm, C'est souvent des écoles différentes, hein. C'est soit, mm, hein, mm, soit mm. on est de ce bord, soit on est dans l'autre bord, mais dans des champs interdisciplinaires comme ça, bon, c'est Oui, pas, on ça n'a pas tant, c'est sûr. n'a pas tant que ça. Bah, aussi parce que enfin, quand tu as fait la fac de psycho, tu sors quand même d'un enseignement extrêmement normé quand même. Enfin, je veux dire, Ça, c'est moi, sûr. à ma fac, on a dû me parler de Jung, allez, 3 heures, quoi, tu vois, et encore. Hein, Ouais. alors que quand même, moi qui l'ai découvert tardivement, pour moi, c'est une base énorme, en fait. Hein. On a beaucoup parlé de Freud, des pulsions, de tout cet inconscient dégoûtant, plein de mauvaises choses, et on n'a pas parlé de l'inconscient de Jung, qui est tout l'inverse, qui est un réservoir de créativité, d'amour, de plein de choses.
hein. Bon, donc je pense que ça vient aussi beaucoup de notre formation. Oui. Mais ça change, hein, ça Oui, change quand même. je pense que c'est en train de changer. Et puis, il y a aussi la physique quantique aujourd'hui qui, Ouais. pour ceux qui croient et qui s'intéressent au sujet, qui amène aussi à la pensée matérialiste des ouvertures et qui réexamine cette question qu'on est simplement la matière et qu'il n'y a pas plus que Mmh. ça, etc. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on fait des avancées en ce moment et je suis donc très contente de pouvoir partager sur ce sujet avec toi. Mmh. Et puis aussi, Véronique, une autre chose qui me vient, c'est qu'on a parlé des moyens d'atteindre des états modifiés de conscience, mais avant ça, il y a aussi tout simplement de pouvoir parler, en fait, de parler de la spiritualité Ouais. avec nos patients. Enfin, moi, je me souviens au tout début, quand j'étais jeune psychologue, c'était des terrains où Ouais, je me un peu. disais, est-ce que tu sors pas du cadre? Ah, Après, c'est ça. parce qu'en plus, en France, enfin, on a quand même cette tradition laïque qui fait que dès que tu vas sur des sujets un peu hors normes, hein, il y a des levées de drapeau, on dit attention, de quoi vous parlez, la religion, et puis ça va être confondu, spiritualité et religion, alors que hein, Ça. ça peut être évidemment ensemble. Il y a des gens religieux qui sont très spirituels, puis tu as aussi des gens religieux qui ne sont pas du tout spirituels dans le sens d'une connexion profonde, authentique, quoi. Ça. Donc ça aussi, de pouvoir parler avec un thérapeute de nos méandres existentiels, de notre quête de plus haut, de plus vaste, de plus de sens, et de parler de... Alors pour certains, ça sera de Dieu, pour d'autres, ça sera de l'énergie, hein, d'autres encore de l'univers. Et de mettre des mots là-dessus, sans paraître un peu à côté de la plaque, Je ça dirais c'est un peu ô bizarre. combien rassurant, quoi. Ça, c'est sûr. Je pense qu'on a tout intérêt à augmenter nos champs, tu vois, nos champs disciplinaires et de permettre comme ça à nos patients de pouvoir arriver avec qui ils sont, avec leur système de croyance, voilà, avec leurs expériences. Et ça, c'est C'est vachement ça. important, je pense. Et Parce que d'oser. et ouais, et d'oser, ouais. En tant que psychologue, parfois, il faut oser. Enfin, tu vois, moi, à l'hôpital, donc en institution publique, tu vois, quand même assez normée, pas tout de suite, mais dès que j'ai commencé à oser parler d'autre chose que des symptômes et de la psy classique, mais de parler d'autres choses, et en plus, pour le coup, les patients psychiatriques, en général, ils peuvent être très connectés, hein, parce que justement, c'est pas pour rien que tu développes des délires, des troubles graves, des pulsions suicidaires. En général, c'est que tu as bien morflé déjà, et souvent, il y a une connexion qui va avec, hein. Sauf qu'ils ne s'attendent pas pour en parler avec une psychologue d'institut, d'hôpital psychiatrique, tu vois, et de pouvoir le faire. Oh, moi, il y a des patients qui m'ont dit, oh, c'est la première fois que je peux parler du fait que je vois des fantômes dans ma chambre. Parce que d'habitude, on met du tertien, tu vois, on met des neuroleptiques à gogo. Au moins, avec vous, je peux en parler. Ah ben super, mais oui, parlons-en. Ouais, ouais, ouais. Et oui, c'est super. Parce que ce qui est important, c'est que les personnes se sentent accueillies, non jugées. Et puis surtout, ben, de pouvoir mettre des mots, c'est essentiel. Ben, c'est quand même notre fonction, hein. Les personnes, on peut Ouais. les écouter sans qu'on les juge comme des folles ou des fous, etc. Donc c'est super. Oui, mais de ne pas juger, c'est déjà évidemment la base. Mais parfois, je pense qu'il y a un certain nombre de nos collègues qui n'osent pas forcément aller plus loin. Oui. Ah non, mais Ben, bon, après, on fait avec chacun. Moi, j'ai toujours été spirituelle depuis que je suis gamine. Je sens des choses, je perçois des choses. Donc, c'est un univers qui m'intéresse depuis toujours. Donc, forcément que j'ai envie d'en parler. Enfin, pour moi, c'est un des grands... Enfin, sans ça, bah oui, bah ça ne écoute, m'intéresse plus, la vie, quoi. moi c'est à l'âge de 25 ans. C'est vrai que j'ai toujours fait dans nos parcours de psy, en général, on fait beaucoup de formations parallèles, hypnose. Moi, j'ai fait énormément Mm. de trucs, enfin, je ne sais plus le nombre de formations que j'ai faites. Et à travers ces formations, j'avais quand même une envie d'aller vers la spiritualité aussi, tu vois, découvrir d'autres mondes, d'autres univers. Moi, je suis partie sur le tantrisme assez tôt et puis après, j'ai exploré d'autres choses. Mais franchement, ces ouvertures, ça a été un enrichissement extraordinaire, quoi. Et j'ai toujours trouvé un peu triste quand les chapelles d'école, si tu veux, ramènent à elle en disant: «Ah oui, mais c'est nous qui avons raison». Ah bah non, c'est les autres qui ont raison. Mm. C'est soit on va dans ce camp, soit on va dans ce camp. J'ai toujours trouvé extrêmement riche de faire du et pas faire du ou. Oui, c'est aussi ce qu'on appelle maintenant la thérapie intégrative, hein. Il y a de plus en plus de cliniciens qui parlent avec ces mots-là, hein. La psychothérapie intégrative, ça veut dire de pouvoir s'occuper et de l'esprit, et du corps, et de l'âme, avec des outils différents.
en équipe souvent, parce qu'évidemment, hein, il va falloir être plusieurs, enfin, surtout pour des cas un peu plus compliqués. Et là, je pense que ça progresse quand même. On est moins dans, même si ça peut rejaillir de temps en temps, hein, les guerres de chapelle, psychanalyse versus TCC versus thérapie humaniste, ça va, quoi. C'est passé. Et tant mieux pour nos patients et pour nous aussi, parce que sinon on est serré dans un cadre et voilà, c'est un peu triste, quoi. Bon. Bah, écoute, je te remercie infiniment, Gwenaëlle, pour tout ce que tu as partagé. C'était vraiment chouette, hein, de pouvoir discuter de cette thématique, hein, ouais, que nous, ouais, on a vraiment ces points communs, quoi, hein. C'est fou à la fois de mettre des mots en psychothérapie classique et en même temps de pouvoir aller au-delà. Et j'ai trouvé vraiment passionnant cette interview que j'ai faite avec toi. Est-ce que tu veux dire un mot de conclusion ou ça va pour toi? Mais avec grand plaisir, voilà, d'avoir pu parler de tout ça avec toi, Véronique. Ça me réjouit, tu vois, ça me fait pétiller, c'est vibrant en moi. Et j'ai appris à écouter ce qui vibrait en moi, parce que ça s'appelle la joie. Hein, et comme dit Spinoza, par exemple, la puissance de la joie, quand tu sens la joie, ça veut dire que tu es au bon endroit. C'est ça. Et quand je parle de ça avec toi, je dis, je suis au bon endroit. Je fais quelque chose qui a du sens pour moi, pour les autres, pour du coup hein, l'humanité. On est tous des petits colibris, quoi. Donc, si notre échange, ça a pu aussi, tu vois, faire des ouvertures comme ça, des tilts à d'autres, et ben, c'est super. Donc, merci beaucoup, Véronique. Eh ben, écoute, je t'en prie. Et puis, on verra peut-être une autre fois sur un autre sujet. C'est ça. Allez, Merci. moi, je suis dans le noir, je vous quitte. Allez, au revoir.